Mais quand on regarde toutes les différentes séries que t'écris, t'explores différents genres, mais à chaque fois, c'est pas du genre pur. Parce que si on fait un lien, le lien, je trouve que c'est le travail sur les personnages. Qui est vraiment central. Et t'explores le genre, mais à travers les personnages qui restent. On peut faire des liens, des personnages qu'on retrouve avec des thématiques qu'on retrouve dans chaque bouquin. Tout ça dans un récit. Ben écoute, j'avais un jour sorti cette phrase impérissable. On m'avait demandé ce que j'aimerais qu'il reste de mes albums et j'avais dit j'aimerais que les gens aient l'impression d'avoir rencontré des vrais gens dans mes bouquins. Et je crois que c'est toujours vrai 20 ans après qu'au moment où j'ai dit cette phrase. L'important pour moi effectivement c'est la rencontre et puis la rencontre avec les lecteurs et puis surtout le développement des personnages. J'ai plus envie qu'ils suivent une histoire par intérêt pour savoir quelle va être la destinée de la personne, comment elle va évoluer, comment elle va vivre cette histoire, que l'histoire en elle-même qui... Bon, j'essaie quand même de faire des histoires qui sont intéressantes, mais c'est vraiment de la vivre à travers le filtre des personnages. Les vraies questions à chaque fois, c'est moins tant de savoir ce qu'ils vont faire, parce qu'effectivement c'est important, mais c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de savoir comment le personnage, de par sa personnalité et par ce que je sais de lui, va vivre cet événement-là. Et tu te rends compte que suivant les personnages, c'est jamais de la même façon qu'ils le vivent, et c'est un peu ça qui fait que tu peux prendre finalement une histoire très très classique et la pervertir complètement avec un personnage qui va... Je dis souvent, c'est un peu ce qui s'est passé avec Lloyd Singer, c'est-à-dire l'idée c'était d'avoir des aventures à la Largo Winch avec un personnage qui n'est pas Largo Winch et voir en fait ce que les différences entre les deux personnages changeaient à la façon de raconter l'histoire. Et en fait tu te rends compte que suivant les personnages, la même histoire tu la racontes complètement différemment, voire même complètement à l'opposé des fois. Là où Largo Winch aurait pris la route, Lloyd Singer va se réfugier dans sa famille, tu te retrouves dans un appartement. Quoi. Et quand tu parles de Lloyd Singer, donc normalement cette année, se termine la série. Non, oui, l'album sort en avril. Et effectivement, ce sera le dernier tome, à mon grand dame, puisque j'aurais aimé que ça dure, hein, j'avais encore une 20aine d'histoires à raconter. Je pense que ça aurait pu être le personnage qui m'aurait suivi toute ma carrière, hein, facilement. Bon, faute de combattants, comme on dit, on va s'arrêter là, mais c'est avec grande tristesse. Mais je pense que le tome 8 est le meilleur de la série. C'est assez rare les séries qui démarrent plutôt bien et qui se terminent encore. Tu ne pourrais pas revenir dessus, mais en maquillant un peu le titre ou Encore on l'a déjà maquillé une fois pour faire jeune. Effectivement, ça a un peu perturbé les lecteurs. Je pense que le fait de passer... même si moi, j'étais pas super fan du titre Maccabi, qui avait été un petit peu... au début, vraiment, l'idée, c'était... Moi, j'avais écrit la série sous le nom Lloyd Singer. Hein, donc, quand on m'a proposé de le titrer Maccabi, j'avais trouvé qu'effectivement, le nom était peut-être plus percutant et plus facile à retenir. C'est trouvé que les gens avaient du mal à comprendre ce que Maccabi recouvrait. Il y en a même qui pensaient que c'était une histoire japonaise, puisque Maccabi Wasabi, c'est pas super loin. Et donc quand la série est passée chez Bamboo, on s'est dit qu'on allait reprendre le titre original, mais on a perdu quasiment tous les lecteurs de Maccabi qui n'ont pas compris, vu que c'était la suite de Maccabi. Mais c'est vrai que ça devenait de plus en plus perturbant ce titre de Maccabi, parce que le personnage de Maccabi en lui-même était de moins en moins présent. Parce que pour moi, depuis le départ, c'était une anecdote dans la vie de Lloyd Singer, hein, ce personnage de Maccabi, qui était fondateur de sa personnalité, mais qui n'avait pas plus d'importance que ça, on va dire. Et et donc voilà, il faut pas changer les titres des séries. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça, on en a discuté hier, qu'on va revenir au titre de Le pouvoir des innocents pour les deux suites. Parce qu'il y a vraiment trop de gens qui n'ont pas compris qui avaient même un lien entre Car l'enfer est ici et Les enfants de Jessica et Le pouvoir des innocents, puisque le nom est complètement absent de la couverture. Donc on va sans doute retitrer tout ça, remaqueter, peut-être même mettre les personnages directement sur la couverture, peut-être même mettre Jessica Rupert sur Les enfants de Jessica et peut-être Joshua Logan sur les Car l'enfer est ici, histoire que les gens se retrouvent un peu quelques repères.
On a besoin de repères, la production est tellement pléthorique que si en plus on fait des suites et qu'on s'amuse à perdre les gens, c'est pas la peine quoi. C'est une grande leçon d'humilité. Tu prévois combien de cycles faire combien d'histoires les enfants de Jessica et de Carla? De tomes, tu veux dire? De tomes. De tomes. En fait, c'est difficile à dire parce que comme vraisemblablement on va refaire avec le remaquettage, on va peut-être réassocier le 1 et le 2 dans un seul tome pour que les gens aient tout de suite un gros volume à lire. Donc du coup, je suis perturbé dans ma volumisation. Disons qu'on est parti pour, alors à ce moment-là, si on fait des volumes un peu plus gros, on est parti pour 4-5 tomes sur les enfants de Jessica et 4-5 tomes aussi pour Carl Enfer. Pas de troisième spin-off prévu dessus, non? Si. En fait, c'est entre Carl Enfer est ici et les enfants de Jessica. J'aurais bien voulu placer le moment où se situe en fait dans les enfants de Jessica. On parle des guerres que les États-Unis ont lancées en Iran, Irak et Afghanistan. Et j'aurais aimé un spin-off qui traite. C'est pas vraiment un spin-off, c'est plutôt un pont. On va appeler ça un bridge. Qui traiterait justement des guerres lancées par les États-Unis par le prisme d'un des personnages qui est en train d'apparaître et qui va être développé dans Carl Enfer est ici et qui va réapparaître dans le tome 2-3 des enfants de Jessica. Tu pourrais faire aussi la jeunesse de Logan aussi. Mais elle est traitée dans le tome 2 de Carl Enfer est ici. Bon, après il y a aussi Urban. Oui. Le tome 2 sort le 7 janvier. Février, oui. Qu'attends-tu de cette série Des lecteurs. Non Urban, je me suis beaucoup exprimé sur ce sujet. Je vais pas dire c'est l'histoire de ma vie, mais c'est l'histoire qui a pris plus de temps puisque j'ai commencé à l'imaginer quand j'avais 15 ans en écoutant Sin City des CDC. Bon, alors je parlais pas très bien anglais, donc juste sur le titre Sin City, j'ai commencé à imaginer ce que pouvait recouvrir cette terminologie. Comme je l'ai aussi expliqué quand j'ai présenté ce projet juste après Le Pouvoir des Innocents chez Delcourt, ils m'ont fait « T'es sûr tu aimes Frank Miller ?» Je fais « Oui, j'adore Frank Miller, pourquoi ?» Parce que Sin City, c'est sa première chaîne série. « Ah bon ?» Tu veux passer pour un gros blaireau. Et donc ça a été retitré, mais c'est vraiment une histoire qui effectivement demande une telle maturité chez le dessinateur qui la met en scène, que ça a pris des années pour trouver le bon dessinateur, quelqu'un à la fois capable de traiter l'humain, de traiter tout ce qui est robotique à l'intérieur de la ville, et surtout les architectures et la ville en elle-même. Ça a pris juste 27 ans. Pour rencontrer cette personne, comme quoi je suis assez persévérant. Et qu'est-ce que j'en attends, qui est enfin qu'après tout ce temps passé, il y a une véritable rencontre entre ce qu'on a voulu y mettre. Parce que je pense que c'est très d'actualité, alors que, comme je te dis, c'est une histoire qui remonte à très très longtemps. C'est vraiment un thème d'anticipation qui a pas vieilli, qui a encore des échos, et qui, je pense, en aura encore très très longtemps. Donc c'est proposer une histoire d'anticipation adulte, comme on n'en voit peut-être pas beaucoup. Alors adulte par la profondeur du propos, moins que par le côté... encore que si, il y a un côté hard, ça c'est sûr, parce qu'il y a une violence sourde qui parfois explose. Et puis il y a aussi côté adulte, c'est dans les thématiques qui sont abordées, qui sont des thématiques sociétales actuelles, qui sont à peine déformées dans un futur proche. Pour montrer un peu où tout cela va, mais c'est un peu ce qui lie les 4 séries que je fais chez Futuropolis entre Holmes, les enfants de Jessica, Carl Enfer est ici et Urban. C'est justement cette idée de parler du monde contemporain en voyant ses racines dans le passé avec Holmes, les dégâts que ça fait dans le présent avec Carl Enfer et les enfants, et de voir jusqu'où ça peut nous mener avec Urban. C'est important d'avoir cet ancrage assez dans l'actualité. Ce qui se passe, c'est d'essayer à la fois de chercher les sources et de projeter un peu la vie. Mais en fait, comment dirais-je, j'étais une burne. Tu vois le mot burne. J'étais le degré zéro de la compréhension de la société quand j'avais...
ce mec citait aucune opinion politique, c'est à peine si je comprenais ce que disaient les mecs à la télévision. Enfin, je voyais bien qu'ils avaient des choses importantes à nous dire, voire à nous cacher, mais je ne comprenais rien. Donc, en fait, je dis parfois que j'ai commencé à écrire comme Arnold Schwarzenegger a fait du culturisme, c'est-à-dire que parce qu'il était tout petit et maigre, il a décidé de devenir un homme fort. Moi, j'ai commencé à écrire pour essayer de comprendre la société. Et du coup, c'était tellement le centre de ma recherche que finalement, je vais pas dire c'est devenu mon fonds de commerce, parce que ça serait un peu léger de dire ça, mais c'est vraiment ce qui me passionne, quoi. D'essayer de comprendre pourquoi on en est là et où on va, quoi. Et en même temps, à la fois il y a cette idée-là, mais on a toujours aussi un récit avec une histoire construite, avec des personnages on n'est pas juste sur un récit social, il est toujours ancré quand même dans une vraie histoire. Bah moi je viens du mainstream, enfin, mêle les deux. Ouais, ma passion de départ c'est le mainstream, c'est le comics. Par exemple, tu vois, l'intelligence que je prête à un auteur comme Alan Moore, c'est d'arriver à glisser des vrais sujets dans des histoires où tu pourrais lire complètement au premier degré. C'est un peu l'équivalence de ce que faisait Goscinny, c'est-à-dire qu'il arrivait à glisser des vrais sujets importants, à glisser des traits d'humour dans des histoires qui ont du fond et puis qui surtout soient emballantes pour le lecteur et qui lui donnent envie. Il y a du suspense, il y a de l'amour, il y a de l'angoisse, il y a de l'émotion, il y a des coups à l'âme, il y a des coups au cœur, ouais, enfin c'est un truc, c'est un peu comme les montagnes russes, faut que ça te secoue. Faut pas que tu sois... Moi, j'ai pas envie que les lecteurs soient passifs par rapport à mes histoires. Je leur donne souvent des pièces d'un puzzle qui montent un petit peu comme ils l'entendent. Je sais aussi que suivant ton expérience propre, je sais qu'il y a des gens qui ont des lectures très différentes de certains passages de mes bouquins. Donc, je trouve que c'est important que les gens puissent se glisser dedans et avoir la place de se projeter. Et là tu parlais du comics, ça te plairait pas d'écrire un récit de super-héros dans le genre Ben ouais, il faut juste parler anglais, et comme je disais tout à l'heure, c'est un peu... Faire un super-héros à la française. C'est-à-dire qu'idéalement par rapport à Urban, avec Roberto, on aimerait bien faire 2-3 histoires d'Overtime. Ce serait notre contribution au comics mondial. Mais c'est vrai que j'ai introduit le personnage d'Overtime dans Urban. Parce que quand j'étais enfant, j'étais un peu comme Zach, c'est-à-dire comme je te disais, j'étais quelqu'un qui comprenait pas forcément ce qui se passait à l'extérieur, qui avait quelques problèmes relationnels de fait avec les élèves, avec les gens que je fréquentais à l'école, qui eux avaient des codes très très précis que j'avais beaucoup de mal à comprendre et j'étais souvent à côté de la plaque. Donc j'étais un peu le vilain petit canard de la classe. Ouais, je sais, ça a vachement changé. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, et en fait, il y a beaucoup de choses. On dit souvent que les comics, c'est des choses très artificielles et très vides. Au contraire, moi je trouve que c'est des choses qui ont été très très importantes pour faire comprendre comment fonctionne le monde et ancrer certaines idées, voire en avoir des nouvelles. Frank Miller, par exemple, m'a beaucoup aidé à devenir un fasciste. Non, mais j'ai compris beaucoup de choses en lisant Frank Miller et Alan Moore. Hein. C'est vraiment les deux personnes qui sont à l'origine justement de cette envie, comme eux, de faire de la BD qui tape au cœur de la société. Et voilà, je voulais que Zach, qui est un personnage qui a été élevé à la campagne, qui n'a jamais été vraiment en contact avec les autres, puisque c'est des campagnes très désertées où c'est plutôt des grandes exploitations robotisées, donc les gens sont très très éloignés les uns des autres. C'est quelqu'un qui finalement n'a fait que grandir avec l'entourage de son père, sa mère et sa sœur, et qui a compris ce qu'il avait envie de faire dans la vie, c'est-à-dire devenir pas un justicier, mais quelqu'un qui sert la justice. Il l'a compris à travers un super-héros, et c'est un hommage très très autobiographique en fait. Parce que moi-même je voulais devenir un super-héros. Je sais que je ne le serai jamais. À propos de Holmes. Oui. Alors, qu'est-ce qui te plaisait dans le personnage Sherlock Holmes? Figure-toi la même chose.
C'est-à-dire c'était exactement l'inverse de moi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui regarde. Lui par contre c'est le décodeur absolu de tous les codes sociaux. Enfin c'est le mec qui a la compréhension immédiate de quelqu'un en le voyant, alors que moi je pouvais le détailler pendant 2 heures et toujours rien compris. Donc effectivement un peu de ce fait-là, un personnage comme ça c'est fascinant, et puis essayer de comprendre surtout pourquoi il en est arrivé là. À essayer de comprendre immédiatement les gens et à vouloir absolument percer le mystère de chacun. C'est ce qu'on développe dans Hobbes. Je ne développerai pas trop pour ne pas dévoiler trop de choses, mais effectivement on en est carrément allé au cœur de ce questionnement. C'est pourquoi il en est arrivé là. Bon, après il y a aussi la mémoire dans les poches, je crois que la série n'est pas encore terminée. Non, il y a encore un tome 3 qui arrive. Alors là c'est certainement la série la plus autobiographique que j'ai jamais écrite, puisqu'en fait le personnage du père et de la mère, il y a des gros bouts de mon papa et ma maman dedans. Et le personnage du fils, c'est un peu un mix entre mon frangin et moi, quoi. Pas physiquement, hein, parce que... mais en tout cas dans la relation qu'il a avec ses parents, il y a beaucoup de choses personnelles. Après le contexte, c'est vraiment un pur contexte de fiction, ce qui a permis d'ailleurs à ma mère de lire La mémoire dans les poches sans reconnaître. Elle m'a dit mais non, c'est pas ça, on a... Alors que d'habitude dans les autres séries elle cherche qui correspond à notre famille, là elle a regardé ce qui ne correspondait pas. C'était un jeu pour ta mère alors. Mais voilà, tout à fait. Et donc voilà, heureusement elle a vu assez de choses qui ne ressemblaient pas pour juger que ça ne parlait pas trop de notre famille. Et le prochain tome est prévu pour quand alors? Ben écoute, c'est difficile parce que comme moi j'ai bugué sur ce tome 3 qui était extrêmement personnel, puisque pas en filigrane, c'est un peu le sujet du tome 3, ça parle de la mort du père et ça évoque la mort de mon papa. Sur les 6 premiers mois de recherche et d'écriture, d'habitude au bout de 2 mois j'arrive à écrire quelque chose, là au bout de 6 mois il n'y avait toujours rien d'écrit et je sentais que c'était pas près d'arriver. Donc ça a été un moment de panique totale, mais panique qui s'est un peu répandue sur tout le reste. Et pendant une bonne année, 1 an et demi, avec un passage sur le divan d'un psychanalyste, il a fallu que je remette un peu les compteurs à zéro pour essayer de comprendre pourquoi j'avais pas réussi à écrire cette histoire, pour pouvoir justement revenir en forme et à réussir à écrire tout ce que j'avais à écrire, tout simplement. Et voilà, donc maintenant, de fait, Étienne Leroux a dû prendre du travail en m'attendant, et il a eu beaucoup de succès. C'est vrai que La mémoire dans les poches l'a bien ancré en tant qu'auteur, en tant que dessinateur très très intéressant et capable de vraiment mettre très en avant l'humanité de ses personnages. Et du coup voilà quoi, j'attends qu'ils soient un peu libres pour qu'on commence vraiment à dire que le tome 3 est en route. Maintenant c'est plus un secret je crois, tu reprends Beaumoral. C'est pas du tout un secret. Non, mais ils y tiennent beaucoup à ce que ça se sache. Pourquoi qu'est-ce qui te plaisait dans ce personnage? Ses yeux surtout. Moi ce qui m'a plu dans le personnage de Beaumoral, c'est 2 choses. C'est la liberté que le Lombard me laissait. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on voit des reprises et qu'il y a une espèce de façon de figer un personnage qui est très connu dans une époque, dans une façon de l'écrire, dans une façon de le dessiner, qui moi me pose beaucoup de problèmes parce que je trouve ça totalement inintéressant. Et justement pour en revenir aux comics, je pense qu'il a permis aux comics de survivre, c'est la capacité qu'ont eu des auteurs de recréer à chaque génération des personnages qui correspondaient à la génération pour laquelle ils travaillaient. Et je comprends pas du tout cette fascination de la bande dessinée franco-belge pour des personnages figés, même si effectivement les résultats de vente viennent en contradiction avec ce que je dis, puisque Black et Mortimer qui finalement n'était pas le succès qu'on nous a dit. Black et Mortimer a beaucoup plus du succès aujourd'hui que du vivant de Jacobs. Donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec ce que je dis. Il faut croire que ça exploite une part de nostalgie assez forte chez certains lecteurs. Grand bien leur face.
Mais ce n'est pas ce que je vis. Non, effectivement, donc l'envie par rapport à Bob Moran, comme c'est un personnage qui a été créé dans les années 50 et qui vivait ses aventures dans les années 50, à partir du moment où on veut recréer un Bob Moran, ça sert à rien. Si on le fait aujourd'hui dans les années 50, soit on étudie la géopolitique des années 50, je pense pas que ça intéresse grand monde, c'est vraiment d'en faire un personnage qui traverse le monde d'aujourd'hui, et puis surtout à partir du moment où j'avais cette liberté-là, d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui quelqu'un a envie d'être un aventurier. Alors on part du principe que quelqu'un qui veut être un aventurier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne croit plus en la capacité des États d'avoir des choix justes par rapport aux gens. Et donc qui se retrouvent en marge du système et qui essayent eux-mêmes d'avoir une influence sur ce qui se passe dans le monde. Et au final, ça rejoint assez, ça en fait un personnage qui est très très proche de ce que je fais habituellement, quoi. Donc comme moi j'arrive à me projeter dans ce que je vais écrire, il n'y a pas de souci pour le faire, quoi. Est-ce que tu es libre quand même dans l'adaptation? Mais c'est pas des adaptations du tout, hein, c'est dans ta reprise. Oui, ouais, mais complètement, je te dis, 100%. Bon, ensuite, on a présenté le projet à Henri Verne, mais justement, lui, il a trouvé très très intéressant cette idée de que son personnage devienne un personnage d'aujourd'hui. Il sait très bien, curieusement, c'est plus évident pour lui que pour les gens qui... Alors je parle pas du Lombard, mais il a revendu les droits de Bob Moran à des ayants droit qui gèrent les droits de Bob Moran. C'est plus évident pour lui d'avoir cette liberté, de donner cette liberté à des auteurs aujourd'hui, de faire de Bob Moran un personnage vraiment contemporain, que pour des gens qui naturellement auraient envie justement de le figer dans le temps et de faire ce que je te disais, quoi. Voilà, et de préserver la nature même de ce qui a passionné les gens pendant 50 ans. Il y aura toujours l'ombre jaune et compagnie. Il y aura toujours l'ombre jaune, mais qui aura pu... Là aussi, on l'a rendu plus contemporain. L'ombre jaune, aujourd'hui, en cherchant des informations sur la réalité de la Chine aujourd'hui, on a découvert qu'il y avait un village modèle chinois. Une espèce de village du prisonnier qui montre la réussite commerciale du communisme-capitalisme chinois. Et c'est une ville super glauque parce qu'en fait t'as l'impression que les gens ils sont super heureux mais ils sont un peu obligés de l'être. On étudie leur venue sur dossier et puis s'ils rentrent pas dans les clous ils se font virer du village, quoi. Et donc on est parti de cette idée. L'ombre jaune est le fondateur d'un village un peu de cet ordre-là, quoi. Et une façon d'envisager la relation à l'intérieur d'une population qu'il essaye d'étendre au reste du monde. Et avec tout ce que tu as en cours, tu as d'autres projets en vue ou... J'ai fini d'écrire le 13 Mystéries dont je t'avais parlé l'année dernière. Donc on est en train pas de chercher un dessinateur parce que il y a quelqu'un qui fait des essais, mais les essais sont pas encore validés, donc je ne peux pas dire son nom. Mais je te le dirai en temps et en heure. Sur Facebook, comme pour le reste du monde. Et non, là, oui, entre La mémoire dans les poches, Holmes, Karl Enfer Urban, Les enfants et Bob Moran, il y a de quoi s'occuper. Donc pour l'instant, j'essaye de bien faire ça. Bon, merci à toi. De rien. Bon, on commence alors? On va prendre le café. On commence? On est obligé de filmer parce que franchement, moi je préfère la radio à la télé, hein, soyez honnête. Non, mais après, il te prend la tête. Hein. Il filme que les mains en fait. Oui, il filme que les mains. C'est ma mère, c'est ma maman qui va être contente. Après, ouais. Bon, bonjour Luc. Bonjour David. C'est bien. Ton actualité, c'est la sortie ce mois-ci de Urban 2. Tout à fait, David. Non, allez, on le recommence, je vais pas vous pourrir le truc. C'est naturel. On fait les bêtisiers. On aurait dû faire ça le premier jour. Ouais, ça, je les premiers.
parce qu'on n'a pas eu le café, c'est pour ça. Voilà. Ça fera 4,50 si j'ai vu. Tu veux que je paye? Bon, allez. Bon, de l'actualité, c'est de la sortie Urban 2. Oui. Tu veux pas passer ça? Il y a ce truc, on le sait. Enlève-la. Tu la feras en off. On va rigoler maintenant. Non, attendez qu'Evelyne soit là, je serai plus sérieux. Good morning, Luc. Good morning, David. It's Ouais, on le fait en VO aussi. my actuality is the sortie of the second tome of Urban. An amazing story about science fiction and anticipation. C'était quoi ta question? Je t'avais dit que ça ferait 2 heures. Mais tu n'es pas un journaliste d'investigation, non? Tu n'es pas allé voler le PDF. C'est difficile. C'est le premier bouquin que je préfère imprimer que sur écran, c'est bizarre. Ouais. D'habitude sur écran t'as une jolie lumière derrière. Et là justement la lumière ça faisait trop joli. Les lumières sont beaucoup plus glauques imprimées. Ça va bien avec l'album. Hello. Bonjour. Bonjour. Donc nous te retrouvons au Festival d'Angoulême cette année pour le 40e festival d'Angoulême. Pour les 40 ans de... Tu as eu quelques nouveautés en 2012. Oui. Le 7 février sort Urban 2. Oui. Et cette année est aussi une année où tu as beaucoup de... Non. Si. Non, je t'assure, non. Tu as au moins un livre qui sort. 2. Après 2014. Bon, après, beaucoup, ça fait 15 jours de la production de Corbéran. Oh putain. Il faut dire De Eric, mon ami. Non, je voulais pas. Ça, ouais. Je te sens plus stressé que moi, donc. Il faudra beaucoup de... Un gros travail sur le montage. En fait, ça va faire. Bonjour. Oui. Finalement, Avec des positions de corps différentes, c'est ça qui va être curieux. En fait, c'est la première fois que tu fais les interviews filmées, c'est ça? Non, j'ai fait hier. Non, mais je veux dire, c'est la première fois à Angoulême, c'est la première fois que vous Non, t'avais déjà fait avant? Ouais, le filmer c'est dur. Hein. Non, hier, on n'a pas rigolé hier. C'est sérieux? C'est avec qui que je sache? Avec Eric Corbéran. Non, pas avec lui. Non, mais ça aurait pu. Il y a au moins 32 raisons de l'interview. Vas-y, pose ta question.